campagne qui a été faite par les ONG pour que les pays occidentaux accueillent plus de réfugiés. Vous savez peut-être pas encore qu'en France, l'objectif a été fixé à 1000 et que cet objectif n'a pas été atteint. Voilà. Donc, bonjour la République. Donc là, on est vraiment dans une situation qui est indécente et qui, je l'ai dit publiquement, ceux qui ont des amis syriens qui essayent de venir légalement en France peuvent en témoigner. On a des pratiques dissuasives au niveau de l'administration, qui sont de l'ordre de l'humiliation. Pour effectivement ne pas... et ça, c'est très grave. Donc ça, après, chacun se mobilise au niveau qu'il croit nécessaire. Mais en ce jour, et vu le sujet qui a été évoqué, c'est quand même très important. Et c'est ça qui, évidemment, encourage l'immigration clandestine. Les illégaux et les Italiens ont maintenant très clairement une politique. Ils ne veulent plus être qu'un pays de transit. Donc, voilà, donc ça va se développer. Au niveau des quotas, donc j'ai dit 1000 pour la France, donc on avait la Suède qui était très en avance et qui a d'ailleurs a pris des risques en politique intérieure pour maintenir cette politique d'accueil. L'Allemagne a fait un effort très important. La France ne peut pas continuer à être pratiquement le mauvais élève de la classe européenne. Là, il y a quelque chose à faire. Alors, pour revenir à la tragédie Charlie, j'ai manifesté avec un certain nombre d'entre vous dimanche dernier sous le drapeau de la révolution syrienne. C'était très important, je l'ai dit à France 2, en direct le soir, chez Pujadas, que les Syriens étaient là. D'ailleurs, ils sont quand même arrivés à avoir le drapeau le plus haut sur la République. La Syrie flottait plus haut que l'Algérie et le Maroc. Ça, c'était quand même... c'était très important. Mais en même temps, bon, je ne vous cache pas, le trouble qu'on a partagé tous, mais aussi pour moi, j'ai été désespéré d'avoir eu raison. C'est affreux d'annoncer des choses pareilles, et c'est qu'un début. Ça ne va pas s'arrêter. La police et la justice belge a fait un travail extraordinaire. Il faut savoir qu'on est passé à côté d'une guérilla urbaine dans les principales villes de Belgique, s'ils n'avaient pas déjoué tout ça. Mais j'ai mentionné l'Allemagne, ça pourrait être d'autres pays européens, on en est là. Alors, je ne sais pas si vous avez... Mais l'article sur lequel je suis allé au plus au fond, c'est la tribune que j'ai faite dans l'IB vendredi sur Paris à payer la dette de sang des dictateurs arabes. Donc il faut... il est sur le net maintenant, mais c'est tout un argumentaire que j'ai construit pour à la fois montrer que la tête du monstre c'est Assad, accessoirement c'est Ali Abdallah Saleh, mais ça, on va quand même pas élargir trop la cible, mais c'est Assad. La clé du réseau des buts de Chaumont, sur lequel il se trouve que j'avais travaillé, sur lequel il se trouve que j'avais publié, y compris des publications académiques, est un monsieur qui s'appelle Boubacar al-Hakim, qui est aujourd'hui chez Daesh, avec Baghdadi, qui a été formé par les mukhabarats syriens et irakiens. Formé. On ne parle pas d'un concours de circonstances. C'est quelqu'un qui a fait, pendant l'année 2004, quand il allait entre les buts de Chaumont et Fallujah, qui a fait un certain nombre de transits par Damas, et qui était assisté par les mukhabarats pour aller avec Al-Qaïda en Irak. On n'est pas dans le mythe, on n'est pas du tout dans le... On est dans la réalité. Et cet assassin, ce bourreau, est directement responsable de la mort de deux personnalités de la gauche tunisienne en 2013, Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi, qui avaient provoqué un grand émoi et qui, vous vous rappelez, avait entraîné une grave crise interne en Tunisie. Donc on a très clairement une offensive coordonnée contre les libertés en Europe et contre les démocrates dans le monde arabe. C'est le même combat. Et c'est ça qu'il faut dire à tous
les gribouilles, quand ce ne sont pas carrément des ordures, hein, qui nous disent « Ah oui, le rempart contre le djihadisme, Assad, il faut choisir ses ennemis, etc. etc. » Donc, je l'ai dit très clairement dans Libération, si le sort d'Assad, qui est maintenant la coqueluche de la presse People depuis Paris Match, nous importe plus que la sécurité des Françaises et des Français, il faut être prêt à en payer le prix. Hein? Donc je crois que là, on a changé d'échelle. Évidemment, ce discours ne passe pas facilement parce qu'il est un peu dialectique. Hein? Et on est avec des gens qui font du blanc, du noir, qui vont d'un excès à l'autre. Mais c'est le seul discours qui peut tenir. Et à tous ceux, parce que non seulement on m'a accusé d'en rajouter et tout, mais on m'accuse d'être un va-t-en-guerre, etc. Au contraire, je suis convaincu que les attentats voulaient provoquer deux choses. D'abord, prendre les musulmans de France en otage. Hein. C'est pour ça qu'ils ont combiné les cibles pour maximiser les représailles. Hein, policiers, juifs et de leur point de vue laïcard. Il faut voir que pour Daesh, en France, il y a les sunnites et les chiites. Hein, c'est-à-dire il y a les laïcs et les musulmans. Et si on touche Charlie Hebdo, c'est comme quand Al-Qaïda, en 2006, a fait sauter le mausolée des deux imams à Samarra. Ils pensent que du coup, on va aller se précipiter sur les musulmans. Enfin, par chance, ils ne nous connaissent pas si bien que ça. En revanche, ils savent jouer sur nos passions collectives. Et donc, ils voulaient, en Belgique, lancer une guérilla urbaine qui, même si les Belges ont beaucoup de sang-froid et tout, ça aurait dérapé. Hein. Ça aurait dérapé. Si on avait eu en une journée 4 policiers et 2 commissariats attaqués en une journée, c'était ça qui était prévu. Ils devaient passer à l'attaque dans plusieurs... Et, accessoirement, kidnapper un politicien ou un magistrat et le décapiter sur Internet. Hein, mais c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. Alors, je ne sais pas s'il sera en Grèce, s'il sera en Allemagne ou autre. Donc il faut le savoir. Hein. Donc on a donc à la fois ils veulent provoquer les représailles intercommunautaires, mais ils veulent aussi que on surréagisse militairement. Vous savez, le côté yaka. On passe d'un extrême à l'autre, on n'a rien fait pendant 4 ans, on n'a rien fait, rien, moins que rien. Salam, en juin 2011, me disait avec une clairvoyance extraordinaire, les Occidentaux vont rien faire, mais qu'au moins ils ferment leur gueule. Parce que parler sans rien faire, c'est bien pire que de rien faire. C'est bien pire. Parce que à la fois, ça crée une espérance qui est complètement piétinée, et ça fait le lit des djihadistes. Parce que les djihadistes disent, vous voyez, il n'y a que les musulmans qui s'occupent des musulmans. Hein, tous les autres, tous leurs discours, c'est rien du tout. Et puis évidemment, ça alimente la propagande de Bachar, hein, agent de l'étranger, etc. etc. Donc, on en est là aujourd'hui. Il faut à tout prix que l'Europe se saisisse à bras-le-corps d'un problème qui est européen. Hein. La France a fait ce qu'elle peut. François Hollande a dit des choses très belles jeudi à l'Institut du monde arabe. Il a mentionné la Syrienne d'Alep avec Je suis Charlie. C'est quand même très important. Ça a été remarqué dans le monde entier. Les Américains ne veulent rien comprendre. Hein, je suis passé 3 fois sur CNN. La 3e fois, j'ai clashé, parce qu'il ne faut quand même pas pousser. Hein. Ils étaient encore en train d'expliquer, que ça, c'était la réaction à leur campagne contre Daesh. J'ai vu l'autre jour des cartes, Daesh avant les bombardements américains, Daesh aujourd'hui. Ils ont progressé. Oui, vous le savez. Je peux vous assurer que 99% des journalistes ne le savent pas, sont convaincus que cette campagne est efficace et que du coup la bête blessée qui est Daesh, dans un mouvement de désespoir, c'est grave, hein, l'absence de compréhension du rapport de force réel. Alors si vous rajoutez à ça le tropisme africain, hein, la Libye, parce que vous comprenez, l'Afrique, ça on connaît, on sait faire, etc., il n'y aura jamais un commando qui arrivera de Libye en France. C'est tout. Il faut le savoir. Jamais.
Donc il ne faut pas se tromper du tout de cible. Hein, et Boko Haram, c'est affreux, c'est atroce, je suis dégoûté dans mon humanité, mais les Nigérians, ils ne viendront pas massacrer des journalistes à Paris. Tandis que les gars de Daesh, oui. Les gars de Daesh, oui. Et je crains, voilà, comme ça vous voyez encore, que ceux qui ont frappé les 7, 8 et 9 janvier, c'était pas les meilleurs de la bande. Hein. Parce que les meilleurs de la bande, eux, ils attendent le bon moment. Hein. Donc, aujourd'hui en France, on a effectivement infligé, il faut le savoir, le 11 janvier, une défaite cinglante aux djihadistes. Ils n'en revenaient pas. Mais, bon, pour l'instant, ils sont frustrés. Mais ils sont tranquilles. Hein. Ils ont tout le temps de planifier, de relancer, d'appeler les uns, d'appeler les autres, etc. Donc, il n'y a aucune alternative mais à une vraie stratégie qu'on n'a toujours pas et qu'on va devoir avoir sans les Américains. Parce que les Américains, ils m'ont expliqué, les Américains, d'abord ils font la bombe iranienne, donc ils règlent ça. Quand on connaît les Iraniens, vous pouvez être sûr que ça va se faire demain. Hein. Ensuite, ils s'occupent de nouveau du processus israélo-palestinien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de la résolution française et de l'État. Et Daesh, ils ont un plan pour le réduire hein, sur 10 ans. Sur 10 ans. Imaginez l'état de l'Europe dans 10 ans. Et de toute façon, la seule chose qui leur importe, c'est l'Irak. L'Irak. C'est l'Irak. Daesh en Syrie, c'est pas leur priorité. Donc, les Européens ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas. Hein? Non, mais c'est même pas ça. Les Américains sont pas. On pourra en discuter. Ils ne sont pas dans une logique d'intervention. Ils sont dans ce qu'ils appellent le phasage. Hein, c'est très bien quand on fait des briefings à Washington, le phasage, part 1, part 2, part 3. Et puis, il faut dire la vérité. Les Israéliens n'ont absolument aucune envie que ça s'arrête en Syrie. Absolument aucune envie. Donc, vu la situation aujourd'hui entre les deux piliers que sont la Turquie et Israël, les échanges d'amabilité qu'il y a eu ces derniers temps, on voit bien que ça ne peut pas venir des États-Unis. Hein. Et de toute façon, c'est même au-delà de la stratégie. Obama a montré qu'il n'a pas de sentiments pour nous. Excusez-moi de dire les choses comme ça, mais il y a un moment, les sentiments, ça compte en politique internationale. Il n'a pas compris ce qui nous est arrivé. John Kerry l'a compris un peu plus tard et est venu en visite de rattrapage. Mais Obama, il a cru que après tout, 17 morts, je vais à l'ambassade de France, j'écris Vive la France, et puis basta. C'était terminé. Pour quelqu'un comme Obama, on est dans la préhistoire, nous les Européens et les Arabes. On n'est pas des gens sérieux. On a des querelles dépassées. Parce que lui, il croit déjà que l'Asie, c'est fluide. Il croit que l'Asie, c'est intellectuellement cohérent, etc. Il n'a pas compris non plus. Mais ça, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est quand il est grandi à Honolulu? Est-ce que c'est dans les écoles? Il y a cette idée que l'Asie, continent rationnel. Et l'Europe et les Arabes, continent, en gros, d'attardés, passionnés, soumis à des emballements collectifs. Donc il ne veut pas s'en mêler. Mais le problème, c'est que tout le monde dit la guerre froide est finie, tout le monde est revenu, mais les Européens n'en ont jamais tiré les conséquences. Hein, et à un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose sans les Américains. C'est tout. Hein, et que maintenant, il faut leur dire très clairement que la seule chose qu'on leur demande, c'est qu'ils ne nous l'interdisent pas. C'est tout.
On veut pas. De toute façon, ils veulent pas. Et s'ils y vont, ils vont encore, comme avec la campagne sur Daesh, ils vont bombarder des cibles révolutionnaires, ils vont attaquer des gens qu'on n'aurait pas dû attaquer, etc. Aujourd'hui, vous les voyez, vous, les 5000 qui devaient être formés? Ça fait 6 mois, là, maintenant. Ça fait 6 mois. Combien ils ont voté de crédit? 500 millions. 500 millions de dollars pour former 5000. Il y a 6 mois. Il n'y en a pas un qui a été formé. Donc, c'est pas la peine d'attendre le printemps. Hein. Il faut le savoir. Et donc, à mon avis, il va y avoir une dynamique qui va apparaître pour de bonnes et de très mauvaises raisons en Europe, parce que la peur est mauvaise conseillère, et on va finir par avoir pas peur, très très peur. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les citoyens, ben, ils ne feront pas que manifester en disant « je suis Charlie », ils manifesteront en disant « protégez-nous ». Et protégez-nous, ce n'est pas passer des nouvelles lois, ça ne sert à rien. Hein, c'est pas renforcer le dispositif liberticide, ça ne sert à rien. En revanche, allez voir M. Zuckerberg, lui flanquer une paire de baffes en lui disant « t'arrêtes de diffuser des vidéos qui sont vues par 1 500 000 personnes appelant à foutre des bombes en France », ça oui, ça oui. Mais ça, on n'a pas besoin d'un débat au Parlement pour ça. Ça veut dire prendre sa canne et son chapeau. Hein, moi, j'ai quand même été diplomate 20 ans, et aller voir les Google, les YouTube et autres, et leur dire, vous êtes complices de crimes de masse. Et parlez pas de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, en France, on vient de payer le prix. Et vous, c'est rien du tout. Hein. Et puis, il faut aller voir les Turcs. Il faut aller voir les Turcs. Il faut enfin construire une relation de confiance avec le pays qui est aujourd'hui le plus important pour la sécurité de l'Europe. C'est tout. Et ce qui est incroyable, c'est que, bon, alors, heureusement, il est venu ici, Davutoglu, etc. Mais, je veux dire, on devrait tous à Ankara. Tous. C'est aujourd'hui le pays le plus important. Hein, pour la Syrie, évidemment. Hein, et en plus, les Turcs ont une vraie stratégie. Le problème, c'est que cette stratégie, les Américains leur interdisent de la mettre en œuvre. Donc, les Turcs font du tactique, c'est-à-dire qu'ils font du n'importe quoi, et tout le monde fait du tactique, et les seuls qui ont une stratégie, c'est Daesh. Assad n'a pas de stratégie. Moi, j'ai pratiqué le père et le fils, je peux vous assurer que ces gens n'ont aucune stratégie. Pour eux, chaque jour de plus, c'est gagné. C'est tout. C'est tout. Tous les Kissinger qui vous parlent du Bismarck arabe, etc., ils n'ont rien compris. Ces gens-là vivent au jour le jour. Et chaque jour de gagner est une victoire. Hein, et on joue la montre, et on survit à Bush, on survit à Chirac, on survit à Sarkozy, on survit demain à Obama, etc. Et c'est tout. Ils n'ont aucune stratégie. Hein, parce que sinon, vu les moyens qu'ils ont, propres, relativement limités, mais les moyens qui leur sont mis à disposition gracieusement par l'Iran et la Russie, ils auraient pu faire beaucoup plus de leur point de vue. Donc, les seuls qui ont une stratégie, c'est Daesh. Hein, donc, il serait temps que d'autres aient une stratégie, à commencer par l'Europe. Hein, et c'est pas la faute de la France, hein, surtout depuis août 2013, mais les partenaires européens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Moi, je suis intervenu pratiquement dans tous les, dans les grands pays européens pendant les 15 jours, au niveau médiatique. L'incompréhension est totale. En France, on a un degré d'information, de proximité, de sensibilité à la question syrienne qui est sans comparaison avec ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça. Hein. Et donc, on est mal. Voilà. Jean-Pierre, quand tu dis que tu parles de l'initiative européenne possible, est-ce qu'il y a des prémices? Est-ce que l'Allemagne, est-ce que la Grande-Bretagne ont compris quelque chose? Là, tu viens de dire non. Donc, au niveau des décideurs, il y a quand même eu. C'est quand même
pourquoi a-t-on eu 50 dirigeants à Paris? Parce qu'Angela a commencé, que Cameron s'y est mis, que Renzi a dit oui, etc. Donc c'est les Européens qui ont commencé. Puis après, on a eu Abdallah Jordani, on a eu Netanyahou, c'était plus... en fait, c'est grâce à Netanyahou qu'on a eu Abbas. Il faut savoir que c'est comme ça que ça s'est fait. Et je pense au malheureux président malien qui s'est retrouvé avec Netanyahou à son côté, et le garde du corps du Mossad, en sachant qu'il devait rentrer le soir même à Bamako. Celui-là, il se souviendra de son séjour à Paris. Hein. Et Sarkozy, enfin, lui, de toute façon, mais ça, c'est bon. Mais, donc, il s'est passé quelque chose de très important au niveau de l'Europe, c'est que Lady Ashton est partie. Et donc, Federica Mogherini est quelqu'un de remarquable. Hein. C'est quand même, elle est allée en Turquie tout de suite, elle est allée au Moyen-Orient tout de suite, donc elle sait qu'il y a le feu à la maison. Hein. Alors je me fais pas d'illusions excessives, mais quand on parle de ces dirigeants-là, on est dans une prise de conscience qui est beaucoup plus avancée, dans une coopération entre les ministres de l'Intérieur, entre les ministres des Affaires étrangères, où la France joue un rôle, mais pas exclusivement. Donc, mais tout ça doit se traduire en stratégie européenne. Hein. Sur la question syrienne, moi je pense par exemple que l'Europe doit à tout prix s'impliquer dans le processus de paix entre le PKK et Ankara. C'est capital. Ça nous concerne. Hein, si la Turquie ne résout pas cette question kurde, on va traîner encore ça pendant des années, et tout est lié. Hein. Pour l'instant, si Erdogan est comme cela par rapport à la Syrie, c'est parce que avec le PKK, chacun fait monter les enchères. Et on est à la veille du moment décisif, hein, où les deux, de toute façon c'est pas compliqué, hein. Si Erdogan ne fait pas la paix avec Öcalan, il n'y aura jamais la paix. C'est les deux seuls qui peuvent faire la paix, les deux côtés. Hein. Et je pense qu'ils le veulent tous les deux, parce qu'ils veulent chacun rentrer dans leur histoire, etc. Je suis très frappé qu'aujourd'hui, pour la première fois, je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet, le PKK a enfin ouvert le feu sur les gens d'Assad. Pour la première fois en 4 ans. Connaissant le fonctionnement interne du PKK, c'est sûrement pas une initiative personnelle. Hein. Donc il y a eu une décision politique. Alors je ne sais pas ce que ça signifie, si c'est... Bon, mais c'est évidemment, si on avait enfin, le PKK, donc le PYD, j'avais appelé un journaliste, le PKK qu'entretient des relations très amicales avec le PYD. C'est la même organe. L'ordre, il arrive de Kandil, là, et brut, ça dégringole jusqu'aux militants à Kobané ou à Hasake. C'est complètement intégré. Hein, donc, c'est leur force aussi, bien sûr. C'est leur force, y compris d'ailleurs dans les rues de France. J'étais à Marseille pour au Argenté samedi, donc pas hier, mais il y a 8 jours, et j'ai vu arriver une manif PKK. Hein, c'est impressionnant. Hein. Mais de toute façon, vous savez comment ils font. Hein. Si les gens ne vont pas manifester, leur commerce y brûle, hein. Ou ils tombent dans l'escalier. Hein. Donc c'est relativement incitatif. Hein. Quand le PKK dit on va manifester, faut mieux y aller. Hein. Donc, et tous les Kurdes le savent, hein, même si l'omerta fonctionne bien. Donc, il y a évidemment une politique européenne, et on voit bien que tout pourrait s'enclencher harmonieusement. Je veux dire, entre l'Europe et la Turquie, il y a 10 000 choses à faire. Hein, il y a un horizon commun, on n'est pas uniquement... c'est Sarkozy qui nous a plongés dans cette impasse, hein, pour des raisons électoralistes. Parce qu'il était convaincu que sa base... en tout cas dans ce cas-là de plus islamophobe, était anti-turc, hein, que l'Europe devait rester un club chrétien. Hein. Il l'a pratiquement dit en ces termes. Il les a traités d'une façon
indigne. Donc, la Turquie est ce qu'elle est, c'est un système compliqué, c'est un partenaire difficile. Les Syriens le savent, et on a encore entendu le témoignage pour Mersin, hein, c'est pas évident hein, d'être en Turquie avec les gens qui ne reconnaissent pas le statut de réfugié, qui en même temps veulent vous appliquer la loi turque comme si de rien n'était, mais on ne peut pas continuer à avoir Daesh qui dit vous frappez le 7 janvier et le 8 janvier mademoiselle Boumedienne franchit la frontière avec son copain qui arrive d'Afghanistan. Ça ne peut pas continuer parce que si ça se passe dans ce sens-là, ça se passe évidemment dans l'autre sens, hein, vers l'Europe. Hein. Donc, moi, c'est pas mon métier, mais il est évident que là, on a une prise de conscience, étant entendu que actuellement, comme on est français, on est encore dans le franco-français, à l'école, à la prison, à la justice, à la langue. Mais attendez. Moi, j'ai écrit ça, je veux dire. Mera, Nemouche, Kouachi, ils nous apprennent pas plus sur la France d'aujourd'hui que Jacques Léventreur sur l'Angleterre victorienne. Donc, il faut arrêter. Ils nous apprennent rien, ces tarés, ces criminels. Ils nous apprennent rien. On a déjà consacré beaucoup trop de temps à scruter les moindres failles de leur parcours. Il faut évidemment chacun dans sa partie doit tirer les leçons d'une tragédie où, évidemment, il y a eu la preuve. La Belgique a montré qu'on pouvait éviter. Donc, nous, on n'a pas pu. Hein, donc, il y a évidemment des leçons à en tirer. Mais qu'on arrête le grand, ah oui, alors ça c'est la France, et puis on se nombrilise, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont nos enfants. Mais c'est pas mes enfants. Mais c'est quoi ça? Ce sont nos enfants, mais c'est n'importe quoi. Ces types-là, on sont tous passés, à l'exception de Koulibaly, mais qui lui avait déjà un passé de multi-récidiviste, hein, de violence armée. Hein, mais tous les autres, ils sont tous passés au Yémen, ils sont tous passés en Syrie, ils sont tous passés en Irak. Ils ne sont pas entraînés dans le Cantal. Et quand ils font leur cavale, ils ne se réfugient pas à la Courneuve. Ils se réfugient dans la campagne picarde, où il n'y a pas un musulman à 10 km à la ronde. Donc il faut qu'on arrête cette folie. Hein. Et on voit bien quel intérêt ça. Moi, je me suis quand même retrouvé, c'est dans l'air, avec des soi-disant experts, qui sont tous des anciens barbouzes, consultants et tout, qui disent « Ah oui, il va y avoir des représailles sur les commissariats. » Vous avez vu la police, comment on l'a applaudi? La police applaudit au métro Charonne. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, il faut qu'on arrête de se jouer des films, hein, des mauvais films. Il faut appeler un chat, un terroriste, un djihadiste, un criminel, un semeur de haine sur Facebook, et qu'on, du coup, concentre. Alors, pour l'instant, il y a encore un flottement. Moi, j'aime pas trop, je l'ai dit aux uns aux autres. Guerre contre le terrorisme. Non, ça n'existe pas. Bush, il a essayé de faire ça pendant toutes les années 2000, et il nous a amené là où on est. On paye la facture de Bush, hein, ça c'est évident. Hein. Les factures, ça, c'est pas, on n'est pas dans le temps journalistique. Hein. Les factures, ça peut se payer sur 10 ans. On a payé à Paris la facture de l'invasion américaine de 2003. Le réseau des buts de Chaumont s'est constitué pour envoyer des volontaires pour le djihad en Irak. Il ne s'est pas constitué pour aller attaquer des synagogues. Hein, faut quand même rappeler des évidences, que ces gens-là n'auraient jamais appris à se servir d'une Kalachnikov si les Américains n'avaient pas occupé l'Irak. Voilà, c'est pas pour faire de l'anti-américanisme facile, mais le problème, il est là-bas. Et je pense que, peu à peu, la conscience se fait. En tout cas, du moins, je l'espère. Merci beaucoup, Jean. Il y avait une question, je crois.
évidemment, de point de vue économique et de géostratégique, ça l'est, mais de notre côté, on voit très bien, au moins on peut dire un double jeu de la Turquie avec l'aide de la collaboration avec l'État, l'aide des extrémistes aussi en Syrie, au Daesh, la guerre de Koweït. Donc, comment vous expliquez ça? Est-ce que vous l'expliquez pour quelque chose de tactique ou c'est quelque chose de fond qui n'invite pas nécessairement à la confiance? Ah non, vous savez, les partenaires, on ne les choisit pas. On n'est pas au restaurant. C'est pas au menu ou à la carte. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La Turquie, soit on bosse avec elle et ça se passera pas trop mal, soit on bosse pas avec elle et ça va recommencer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Turcs, aujourd'hui, c'est pas qu'ils n'ont pas de stratégie, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur stratégie parce que les Américains leur interdisent. Quelle stratégie? Ils veulent une stratégie. Déjà, ils veulent clairement que la campagne contre Daesh soit aussi une campagne contre Assad. Ils veulent la zone d'interdiction aérienne dans le nord. Ils veulent que le gouvernement syrien, et ils veulent s'installer là-dessus, n'avoir aucun problème avec les Kurdes de Syrie. Là, je suis formel là-dessus. Donc, on pourrait décliner ça plus longtemps. Concrètement, c'est les seuls à avoir une stratégie sur la Syrie. C'est les seuls. C'est les seuls qui ont... Alors, de cette stratégie qui est une stratégie d'un monstre froid qui est un État, découle un certain nombre de choses pour la révolution syrienne qui, à mon avis, sont positives. À mon avis. Mais là encore, tout sera dans l'application. Il faudra que les Syriens fassent attention, c'est toujours... Bon. Mais de toute façon, tant que la coalition est à l'extérieur, tant qu'elle n'a pas planté son drapeau quelque part, et elle peut le planter qu'avec l'aide de la Turquie. Non, mais j'ai pas terminé. Mais faut pas imaginer qu'à un moment, la Jordanie, elle va libérer un bout de Dera pour qu'on aille s'installer. Donc il n'y a pas d'alternative. C'est ça. Il y a un moment, faut admettre qu'il n'y a pas d'alternative. Et ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut dire qu'il faut aller les voir, qu'il faut discuter, qu'il faut reconstruire une relation qui, avec les Américains, est aujourd'hui calamiteuse. Donc, que l'Europe joue sa partie, que c'est sa sécurité qui est en jeu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'état profond, donc l'état profond, c'est cette espèce de magma où vous avez les services de renseignement, les milices kurdes anti-PKK, la mafia, les trafiquants de drogue, les trafiquants... Comme il n'y a pas de stratégie, l'État profond fait pratiquement ce qu'il veut à Antakya et dans le sud-est, au nom de la lutte contre le PKK, exactement comme dans les années 90. Donc vous avez toutes les histoires avec les djihadistes, avec Nusra, mais aussi avec Daesh, vous avez les passages d'armes, donc vous avez des choses très sales qui se passent. Mais pour que Erdogan, je fais rapidement, Erdogan il sort quand même là entre les procès des uns, Gülen, etc. Il peut pas avoir tout le monde contre lui en même temps. Donc l'état profond, il le ménage. On va parler publiquement. Mais si, comme c'est sa place dans l'histoire qui joue, comme c'est la refondation des institutions turques, avec lui comme nouvel Atatürk, c'est ça son idée, qui joue, à un moment, il sera capable de faire... Vous savez, Gülen, ça n'a pas pris longtemps. Donc le jour où il décide que l'état profond, il fait le ménage, il fera le ménage. Et à ce moment-là, tous les types qui ont travaillé avec Daesh et tout, ils iront remplacer Öcalan sur l'île, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ce sera comme ça. Mais pour ça, il faut que ça en vaille la peine. Parce qu'il faut voir que la Turquie va quand même défier les Russes. Ils vont prendre des risques énormes s'ils s'engagent dans cette voie. Donc il faut qu'ils aient l'Europe totalement avec elle. Et les Russes lui feront payer, parce que vous savez quand même qu'avec le FSB, quand on parle de la brigade tchétchène chez Daesh, la moitié c'est des agents du FSB. Comme pour Bachar, c'est comme pour les Mukhabarat irakiens. Aujourd'hui, l'état-major de Daesh, c'est des officiers de Saddam. C'est pas des djihadistes. C'est pas des djihadistes.
C'est des gars qui ont une formation en manipulation, intoxication, torture, infiltration, qui est la formation KGB, qui est la formation des mecs d'Assad, qui est la formation des mecs de Saddam, et qui aujourd'hui est dans Daesh. Donc, alors il y a ça. Et, oui, je voulais juste dire quelque chose aussi. Les Syriens ont payé un prix exorbitant aux théories du complot. Vous vous rappelez que ce qui a pu circuler au moment du bombardement chimique de Damas, entre autres. Les théories du complot sur Charlie, moi j'en reviens pas. Et c'est en train de se répandre, mais comme un tsunami. Qui disent quoi précisément? Que c'est un complot des services de renseignement français, que la preuve, le gars on lui tire dessus par terre, il n'y a pas de sang, non, c'est abominable. C'est abominable, et je dis ça parce que, évidemment, les personnes dont on parle, les Assad, les Daesh, et tutti quanti, vous allez les retrouver là-dedans à plein, parce qu'ils vont patauger là-dedans, ils vont en faire leur miel, etc. Je dis ça parce qu'il faut aussi être vigilant sur ça. Et à mon avis, c'est qu'un début, et vous allez avoir sur des plateaux de télé, la Cotillard du moment, bon, elle a pris depuis, mais qui vont dire, ah oui, quand même, c'est un peu douteux, comment se fait ce que, et pourquoi sont-ils sortis alors qu'ils étaient bien protégés, etc., etc. Réseau Voltaire. Réseau Voltaire, c'est toujours les mêmes, les ripostes laïques, les Soral, enfin, toujours. Mais il faut savoir que, et ça me ramène juste à mon point de début, c'est la même bataille. La bataille pour nos libertés ici, c'est la bataille pour la liberté en Syrie. C'est pareil. Et je crois que maintenant, on est en droit non seulement de le dire, mais de le marteler et de le crier. Parce que on n'a pas voulu aider les Syriens pour les Syriens, maintenant il va falloir les aider pour nous. Et donc on va les aider, malheureusement trop tard, et dans des conditions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes, avec des opérations beaucoup plus discutables. C'est-à-dire que, moi vraiment, je n'aimerais pas être à la place de la personne qui va devoir s'occuper de tout ça. Parce que, en août 2013, c'était simple. Boum, boum. Là, va falloir vraiment, c'est pour ça qu'il faut, avec la révolution syrienne, avec les gens sur le terrain, avec les gens d'Alep, évidemment, c'est pas possible. Alep est assiégé. Il faut évidemment que ce siège cesse. C'est pas seulement une infamie, c'est une faute stratégique. C'est-à-dire, à Alep, vous avez des gens qui ont battu Daesh, qui ont repoussé Daesh, et il faut être sérieux. Daesh ne sera jamais battu par des Kurdes ou par des chiites. Parce que si, j'étais encore l'autre jour avec Kouchner, les Kurdes, j'ai dit oui, c'est bien sûr les Kurdes, mais moi aussi j'aime bien les Kurdes, oui. Puis les Touaregs, et puis les Kabyles, oui, c'est une grande tradition française. Les tribus guerrières qui arrivent de leur montagne et tout. Mais ça peut pas marcher. D'ailleurs, on le voit bien que ça marche pas. Que tous les peshmergas de tout le gouvernement régional sont pas arrivés à quoi que ce soit. Et la même chose pour les chiites, parce que on revient sur chiites, sunnites, ou sur les seuls qui peuvent battre Daesh, c'est les révolutionnaires syriens. C'est les seuls. Et ils l'ont prouvé. Il y a un an. Madame. Non mais moi j'ai une question accessoire, c'est pas le centre de mon inquiétude aujourd'hui, mais c'est par rapport à ce que disait Jean-Pierre Philippe, pour une réconciliation entre Ankara et PKK. Je voudrais reprendre l'histoire du PKK parce que très banalement, il y a eu un très grand rassemblement juste en face, la veille du 11, le 10, à la place Stalingrad. À la place Stalingrad, il y a eu un rassemblement européen
du PKK, donc il y avait des militants qui venaient de partout. Et c'était par rapport à la tuerie des 3 militants du PKK qui ont été assassinés en France il y a 1 an et demi, et dont on a découvert effectivement, dont les pièces ont disparu, enfin bon, bref. Donc il y avait un immense rassemblement, c'est en face de chez moi. Ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est que je suis allée voir, il y avait partout des petits chariots. D'abord, j'ai mis un moment à comprendre que c'était le PKK, qu'est-ce que c'était, pourquoi. Et il y avait beaucoup de petits charlies, et tout le monde était... il y avait beaucoup d'écriteaux, etc. Enfin, bon. Et j'ai beaucoup discuté. Parce que ça venait de partout, ça venait d'Allemagne, ça venait de Belgique, ça venait c'est une orga. C'est une orga extrêmement, enfin on sait comment elle est structurée de manière extrêmement à la fois sectaire et militaire, mais enfin ça venait, il y avait beaucoup de femmes, et j'étais très intriguée. Alors c'était autour bien évidemment des 3 dirigeants qui ont été assassinés. Malgré tout, ce qui était étonnant, c'est qu'en discutant à droite et à gauche, et c'est là où je ne vois pas, c'est pour ça que je voudrais t'interroger sur le rapprochement Erdogan-PKK, ce que j'entendais comme tonalité générale, c'était que les militants du PKK me disaient encore le plus grand bien du régime de Assad. Premièrement, en me disant... en disant pique-bande sur Erdogan, en disant Erdogan c'est bien pire que les militaires turcs d'avant, en termes de répression, et en disant nous, entre le choléra et la peste, on choisit bien évidemment Assad. Et il y a eu des interventions publiques, hein. Et j'étais à côté d'un militant et je me suis fait traduire parce que et je ne comprenais pas bien comment aujourd'hui le PKK, quelle que soit la centralité de ça, son ethno-kurdicité, sa surdité kurde, pouvait continuer à dire qu'il y avait, comme si la Syrie était encore un hinterland qui leur permettait de pouvoir jouer des contradictions, et que dans ces contradictions, le régime, c'est l'allié. On a fini par pas du tout en venir aux mains, mais j'ai commencé à dire, mais écoutez, vous êtes complètement... il y a une instrumentalisation gigantesque, etc. Donc moi, j'ai pas du tout vu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des... entre le PKK et le régime aujourd'hui turc, il y a des rapprochements. J'ai vu quelque chose, en tout cas, un PKK pur et dur, et qui n'aide pas du tout dans le conflit, quoi. Qui est sur des positions absolument fausses, quoi. Fausses, lamentables. Tu dis qu'il s'agirait qu'il y ait quand même un rapprochement entre l'Europe et la Turquie par rapport à ces considérations d'ordre stratégique extrêmement importantes. Mais moi, je suis très inquiet parce que j'ai l'impression qu'actuellement, il y a plutôt un tropisme iranien, y compris... voilà. Alors donc, ça pose quand même une question parce que quelque part, bon, effectivement, il y a le drame qui s'est produit en France, mais on entend dire aussi que aussi bien les États-Unis que la France cherchent à se rapprocher de l'Iran. Donc moi, je trouve ça assez... empêche le Turc d'intervenir, c'est aussi parce qu'ils sont en train de négocier une partie avec l'Iran. Ils ne veulent pas. Il y a toujours le conflit, si vous voulez, l'Empire perse et l'Empire ottoman dans cette affaire-là. Oui, je pense pas du tout qu'on est justement pas face à des empires, on est face à des États-nations, tout ce qu'il y a de plus moderne, et par chance pour la Turquie, elle a sublimé son tropisme impérial alors que les Iraniens sont toujours dans un rêve d'empire qui se ressent dans un narcissisme absolument échevelé. Bon, je vous rassure, je vous inquiète, hein, de toute façon les Iraniens sont tellement tordus qu'ils ne vont donner suite à aucune des ouvertures occidentales en leur direction. C'est plus fort qu'eux. Il y a un moment, faut toujours qu'ils cassent ce type d'action parce qu'ils croient toujours qu'ils peuvent obtenir plus. Et heureusement, parce que je peux vous dire que l'aviation iranienne qui bombarde Daesh
en Irak, ça a fait monter les actions de Daesh de 200%. Hein. C'est-à-dire que cette idée qu'il faut le soutien de l'Iran contre Daesh, c'est encore plus fou que l'idée que les Kurdes peuvent nous débarrasser de Daesh. Hein. Alors, pour le PKK, moi, là aussi, je vous rassure, je vous inquiète, le jour où Öcalan dit Erdogan il est bien, tous les types que vous avez entendus diront Erdogan il est bien. Alors ça, on le dit. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ils continuent, parce qu'au contraire, leur gars leur a dit on doit pousser, vous savez, c'est le dernier quart d'heure. Donc, on doit pousser les feux. En plus, le rassemblement auquel vous avez assisté, c'est 3 personnes qui sont censées avoir été tuées par les services turcs. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais donc, comme c'est ça la thèse, ils ne peuvent pas, dans un rassemblement pareil, tresser des couronnes de laurier à Erdogan, hein, donc c'est impossible. Donc, alors Assad, vous avez entendu, moi, une fois, c'était à Amiens, et il y avait un type du PKK donc, qui était en mission. C'est-à-dire, sa mission était, il fallait qu'il perturbe et tout, et il dit Assad c'est notre De Gaulle. Alors là, quand même, toute la salle dit non mais attendez, pour que vous voyez qu'effectivement ils sont dans Second Life. Il dit non, De Gaulle il a tué 1 million de personnes en Algérie. Ben Assad c'est notre De Gaulle. Donc il n'avait pas. Il ne le disait pas pour ce que nous on avait entendu. Il le disait pour le thème Assad c'est un type, c'est comme De Gaulle quoi. Pour gagner la guerre, on fait 1 million de morts. Voilà. Donc effectivement, c'est pas vraiment une culture démocratique, hein, la culture interne. J'ai eu des débats très houleux à Istanbul. Parce qu'il faut voir que la Turquie a changé. Elle a vraiment changé. C'est-à-dire que maintenant, on peut s'afficher kurde, on peut et le PKK est aujourd'hui un acteur majeur de la scène politique turque. Avant, vous ne pouviez même pas mentionner PKK ou Öcalan. Là, j'étais face à un public à Istanbul, à côté de Gezi, qui m'incendiait parce qu'ils étaient tous pro-Öcalan, donc pro-Assad, donc pro-Kobani, etc. Bon. Et il y avait vraiment... Alors, ils sont venus vers moi, et alors ils cherchaient une insulte vraiment... vous êtes néoconservateur. Ah, j'ai trouvé ça délicieux, parce qu'on me l'avait quand même jamais faite, celle-là. Mais bon, c'est là. Donc, il faut voir qu'on est à un tournant en Turquie, hein, et vous savez, les processus de paix, les vrais, hein, je ne parle pas du processus de paix israélo-palestinien, c'est que quand on va le savoir, ce sera déjà fait. Ce sera déjà fait. Parce que ça met en jeu des forces tellement telluriques de part et d'autre, que pour arriver, et ce sera Erdogan et Öcalan. Et je dis simplement que l'Europe doit s'en occuper parce que c'est important pour nous. C'est pas, on doit les aider. Une fois de plus, les seuls qui se sont bougés, c'est les Norvégiens. C'est quand même incroyable qu'un pays comme la Norvège puisse mobiliser et projeter une capacité d'initiative diplomatique et que l'Europe, elle est là, ah oui, ah non, c'est un problème interne. Ah oui, c'est vraiment un problème interne, c'est ça. Kobani, Erbil, Rojava. Ah oui, puis j'ai vu ces derniers temps, il y a plus en plus de réunions, on me dit, mais comment ça se passe au Rojava? Ah, au début, je ne comprenais pas. Et puis j'ai compris que c'est le PKK qui, maintenant, ne dit plus les provinces kurdes de Syrie, il dit le Rojava. Et qu'ils ont toute une série de relais, hein, entre autres à l'humanité, mais pas uniquement, et maintenant on dit Rojava. Voilà. Donc il manquait plus que ça à la Syrie. La Syrie n'était pas encore assez divisée. Maintenant, il y avait Rojava. Et vous avez le mythe. Alors, ils sont laïcs, hein. Ça, il faut quand même leur reconnaître une chose, ils sont laïcs, et ils ont des combattantes. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est terminé. Hein. Donc ils ont des pêche-mériettes, voilà. D'accord. Mais maintenant, vous avez de plus en plus, et je le dis parce que je fais beaucoup de réunions, et donc il y a l'idée, ah ben tout a échoué, les révolutions arabes ont échoué, les islamistes ont échoué. En fait, le seul facteur de progrès, c'est les Kurdes. Donc, ils voudraient ethniciser les Lumières
au profit de leur cause. Et vous avez ici, bon, j'ai cité Kouchner, mais c'est très puissant à gauche. Hein. À gauche, vous avez cette idée du PKK sympa, du PKK facteur de progrès, du PKK anti-intégriste, et les gens y gobent tout. Hein. Et ça se répand. Et ça, il faut aussi faire très attention, parce que c'est comme en France après Charlie, je veux dire, il faut réagir comme citoyen. Et la Syrie, c'est pas une addition de groupe. Voilà. Et Souria Roulia l'a parfaitement incarné pendant toutes ces années. Entre la Turquie et sa façon de traiter le problème kurde et l'Europe doit s'en occuper parce que c'est aussi un problème clé pour elle. Cela veut dire quoi pour vous? Cela veut dire que si on règle ce problème-là, on sera plus fort contre Daesh? Qu'est-ce que vous vouliez dire précisément? Ça veut dire que là encore, on montre aux Turcs qu'ils ne sont pas seuls face à ce qui est un saut dans l'inconnu. Donc ça peut revêtir énormément de dimensions. Il y a ce qu'on appelle en diplomatie les mesures de confiance. Je peux dire que vu l'état de la confiance entre le PKK et l'armée turque, il va falloir quand même bosser les mesures de confiance. Donc on peut être très utile sur ça. On a fondamentalement non pas des communautés turques en Europe, mais des communautés turco-kurdes. Donc il faut, et l'Allemagne au premier chef, mais pas uniquement, hein, donc il y a aussi des possibilités, parce qu'on voit le PKK parader. Enfin, il y a des Kurdes qui, si demain le consulat leur demande de descendre dans la rue, ils feront pareil. Hein. Donc on doit aussi s'occuper de ça. Et puis après, on sait bien qu'il y a toute la question du développement du sud-est de la Turquie. Et là, on est le premier partenaire de la Turquie en tout. Donc ça veut dire qu'on devra aussi s'occuper de ça. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Ce qu'il faut, c'est aller voir les Turcs et par les canaux qui vont bien dire au PKK qu'on est intéressé à ce que toute cette histoire qui a quand même coûté 40 000 morts, alors c'est vrai par rapport aux plus de 200 000 morts syriens, ça fait moins, mais 40 000 morts, c'est énorme. Est-ce que ça aurait une mesure d'apaisement par rapport à ce qui se passe avec Daesh? Est-ce que ça a un fondamentalement, vous savez, il faut que, si aujourd'hui les Turcs jouent des jeux tordus, c'est parce qu'ils ont l'impression d'être tout seuls. Et donc ils comptent que sur eux, le PKK ne compte que sur lui, eux-mêmes, ne fait pas confiance au PDK, ne fait pas confiance aux autres formations kurdes. Dans les deux cas, c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Hein, et après, ça se fait pas, c'est pas on vous aide avec le PKK, donc vous allez nous aider sur Daesh. Hein, mais ça veut dire que avec les Turcs, ils sont la puissance la plus importante. J'insiste, hein, c'est le pays le plus important pour la sécurité de l'Europe. Donc, il faut à un moment en tirer les conséquences et aller au-delà de telle ou telle surenchère électoraliste, comme on a vu avec Sarko. Je suis d'accord pour la définition du PKK telle qu'elle a été donnée d'en haut et ainsi de suite, sauf que quand on discute avec des Kurdes, hommes ou femmes, il y a des choses très intéressantes qui sont dites. Moi, je peux dire que, par exemple, quand ils ont expliqué qu'ils mettaient un binôme femmes-hommes par rapport aux municipalités, pour diriger les municipalités, comme c'est dit devant des musulmans, un tantinet intégriste ou des Français réacs, ça fait du bien par rapport à ça. Ça introduit des idées. Bon. Et Narda a introduit la parité aussi sur ses listes en Tunisie. Par contre, et plus islamiste qu'Ennahda, c'est moi, il y a une impossible. chose qu'il faut qu'on travaille, c'est la notion de l'Europe. Parce que la notion de l'Europe qui peut imposer la paix, moi je suis pour, effectivement. Non, mais attendez, je peux parler. Non, j'ai pas dit imposer la paix. Bon, je corrige, j'efface ça, ardoise magique. Mais là, à niveau donné, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous, on puisse intervenir par rapport à l'Europe, mais dans le même temps, je n'ai pas d'illusion sur ceux qui sont à la tête de l'Europe, qui pourraient être pacifistes ou ainsi de suite. Ça veut dire que quand on a vu le carré de tête à la manif de dimanche, certes, il y avait des gens qui venaient pas simplement de l'Europe, mais moi, j'avais aucune confiance. Je suis allée à la manif, j'étais à la manif. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut travailler pour qu'il y ait une prise de position de l'Europe par rapport à ce qui se passe, mais dans le même temps,
c'est pas l'Europe que moi je souhaite. Et par rapport... non, mais il faut le dire en même temps. Parce qu'il n'y a rien de simple, comme c'était dit tout à l'heure. C'est pas des trucs binaires. D'un côté, c'est les bons, puis de l'autre côté, c'est les méchants. Bon, 14-18, on pouvait être pour ou contre la guerre, mais c'était... il y avait deux camps. Vers le Facebook russe, Vega, on a les liens qui vont... Les Russes leur ouvrent. C'est pas une solution de fermer le Facebook. Puisqu'il y a toujours... Ils pourront aller toujours chez les Russes, chez les Chinois. Il y a d'autres... c'est pas là-dessus qu'on peut tenir. Non, mais... Limiter leur diffusion. Non, mais de toute façon, il n'y a aucune solution qui est facile. Le problème, c'est que on est toujours... C'est le syndrome de la ligne Maginot. Moi, en 2009, je voulais qu'on sévisse hors dispositif législatif par des moyens techniques, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, contre les sites djihadistes. À l'époque, on me disait « Oh, c'est pas possible et tout », mais surtout la réalité, c'est que les services de renseignement étaient ravis d'avoir des sites djihadistes. Parce que plutôt que d'aller crapahuter sur le terrain, ils faisaient le rapport en lisant le site. Donc ils n'avaient aucune envie, c'était pratique, ils rentraient chez eux le soir, tout ça, c'était très bien. Bon. Donc en fait, c'était ça. Mais ça, c'était facile. Facebook, ça va être invraisemblable. Mais expliquez-moi comment Assad y fait pour faire fermer les pages Facebook des différentes coordinations locales, en signalant des images au contenu offensant. Il y arrive. On sait bien qu'aujourd'hui... Elles sont fermées. Et elles sont fermées. Donc c'est étrange. Donc c'est toujours pareil. On est dans un nouveau monde. Donc dans un nouveau monde, il faut faire des choses qu'on n'a pas fait avant. Voilà. Et les choses qu'on n'a pas fait avant, il y en a certaines qui vont marcher. Il y en a qui vont marcher, puis il y en a qui ne vont pas marcher, puis il y en a qui vont marcher à moitié, et puis il faudra revenir. Mais je peux vous dire que si vous avez manifesté pour Charlie, et que donc vous avez ressenti que ce jour-là vous étiez attaqué dans votre chair, ben, c'est pas fini. Donc on ne peut pas dire « Ah non, c'est trop difficile ». C'est trop difficile jusqu'au jour où on prend le problème à bras le corps. Et effectivement, s'ils ont déjà migré chez les Russes, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un risque. Donc s'il y a un risque, parce qu'ils font de la stratégie, s'il y a un risque, c'est qu'on peut faire des choses. Évidemment, tant qu'on ne les a pas faites, eh bien, mais je sais pas, je veux dire, des brigades de hackers, je ne sais pas, c'est pas un problème. J'arrive même pas à lire mes mails sur mon smartphone, donc c'est pas moi qui vais vous dire. Mais la seule chose que je sais, c'est que tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas si ça marche ou pas. C'est tout. Oui. Est-ce que la diplomatie française dans son ensemble est très consciente que la clé des attentats se trouve en Syrie, ou du moins la responsabilité historique, avec le fait que Jim Assad a abrité les filières djihadistes dès 2003, avec le début de Chaumont qui a pu s'entraîner à Damas et passer par Damas et séjourner autant qu'elle voulait avant d'aller en Irak. Est-ce que la diplomatie française est consciente de ça? Laurent Fabius l'a dit de multiples fois de manière très très claire, en disant que Daesh et Assad c'était la même chose. Je cite de mémoire. Il a sans doute dit, le président a dit jeudi à l'Institut du monde arabe, a tenu des propos extrêmement fermes sur la Syrie, et c'est parce que nous n'avons aucune confiance dans la politique américaine par rapport à ça que la France ne participe pas aux frappes en Syrie et se contente de frapper en Irak. Donc là-dessus, à mon avis, la diplomatie française, elle est consciente, mais elle l'est sans doute beaucoup plus que les autres diplomaties européennes, et on a un vrai problème avec les Américains. C'est pas, je n'exagère pas, ce problème il est grave, il s'est cristallisé en août 2013 dans ce lâchage invraisemblable. Dire on est là, on nous ressort Lafayette à chaque fois, et dans son discours au Rose Garden pour dire qu'il ne va pas bombarder la Syrie, Obama cite l'Angleterre, ne nous cite même pas. Il ne nous a même pas cités. C'est-à-dire on avait disparu, on était complètement évacués. On était des empêcheurs d'attendre en haut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire?
les groupes de pression divers qui sont là, pourquoi ils peuvent agir? Chacun, de toute façon, peut le faire à son niveau. Hein, mais là encore, il n'y a pas une solution. Il y a ce que chacun voit en fenêtre, il y a ce qui peut être fait pour les réfugiés syriens, il y a ce qui peut être fait auprès des élus, il y a ce qui peut être fait dans le parti ou l'association où les uns ou les autres militent. Je ne sais pas, c'est très vaste. Hein, c'est très vaste. Mais ça ne peut pas se résumer en une phrase. Parce que justement, c'est multiforme. Et si le danger est multiforme, ce que je crois, si le danger nous a touchés au plus profond, et pour ça on est allé manifester, à ce moment-là, en plus de notre engagement aux côtés du peuple syrien, je crois qu'il y a une motivation supplémentaire pour se mobiliser. Je crois. Et deux interventions, peut-être c'est les dernières. Désolé de rebondir de nouveau sur l'histoire de vous comprenez aussi que peut-être en tant que Proche-Oriental ou Levantin, on a parfois un peu des craintes des ambitions avec l'empirical ou de venir à l'intérieur de Erdogan, qui ne cache pas son exemple d'adulte. Et puis l'histoire où la dernière fois où un deal a été signé entre la Turquie et l'Europe pour la sécurité de l'Europe, s'est soldé où nous, en 1939, on a payé le prix en donnant des parts de notre terre à la Turquie. Donc, est-ce que vous comprenez nos craintes, qu'on soit ceux qui paieront le deal, mais est-ce que vous pensez que dans le monde actuel, ce risque est toujours présent? Le monde, il a quand même changé par rapport aux années 30. Mais là encore, soyons, on suit les activités de la révolution syrienne. Hein, la Turquie n'est pas un partenaire facile, mais c'est quand même le seul qui, aujourd'hui, est aux côtés du peuple syrien pour des raisons qui ne sont pas que de politique intérieure. Hein, voilà, c'est tout. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là encore, il y a une alternative? Il n'y en a aucune. C'est quoi le Front Sud? Je les adore, ils sont formidables. Mais à partir du Liban, dès que vous franchissez la frontière libanais, tombez sur Nosra. Ah, bravo. Il n'y a que la Turquie. Il n'y a que la Turquie. Il faut une zone libérée. La zone libérée, elle ne va pas sortir comme ça. Et on sait où elle va être. Elle va être entre Kilis et Alep. Voilà. Et à ce moment-là, il y aura la deuxième ville du pays. C'est un cadeau à la Turquie. Non, mais c'est un cadeau à la Syrie. C'est un cadeau à la Syrie. Excusez-moi, hein, il y a 300 000 personnes à Alep. Hein. Quand on viendra les libérer, ils n'auront pas l'impression qu'on fait un cadeau à la Turquie. Voilà. Hein, et j'ai pas dit que l'armée... À mon avis, l'armée turque ne rentrera pas. Hein. Ça ne rentrera pas. Elle aura plein de gens, mais elle ne rentrera pas. Vous avez dit, on n'a pas aidé les Syriens, maintenant on va devoir les aider pour nous. Et aussi, le président François Hollande a annoncé la dernière semaine qu'il regrette ne pas avoir intervenu en Syrie. Donc, quand est-ce que vous pensez que la France et les États-Unis vont intervenir en Syrie, mais cette fois-ci, c'est non pas seulement pour combattre Daesh, mais aussi pour renverser le régime. D'accord. Je sais que pour la France, c'est très clair. Mais on ne peut pas dissocier Daesh d'Assad. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre. Vous voyez bien que dans cette affaire-là, on est dans un bras de fer transatlantique. Il faut que l'Europe trouve en elle les ressources pour passer outre le veto américain et ne pas avoir peur de Poutine. C'est beaucoup, hein? Avec la moitié de la classe politique en France, par exemple, qui trouve Poutine adorable, qui trouve Assad fréquentable, parce qu'il défend les minorités. Hein, vous avez encore entendu ça récemment. Hein. Donc, ça ne va pas se faire. Et en même temps, c'est comme les processus de paix. Le jour où on change, hein, ça va très vite. Ça va très vite, parce que si vraiment on rentre dans autre chose, ça doit être sans hésitation. Hein. Ça ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Hein. Francis, c'est ça.
En Oui. disant la Turquie a frappé aux portes de l'Europe sans succès, pensez-vous que si, enfin pour des raisons qu'on sait, pensez-vous que si elle avait pu aboutir, ça aurait changé la donne? Évidemment. Et l'ensemble des révolutions arabes, hein, pas que la révolution syrienne. Je veux dire, avec la Turquie dans l'Europe, l'Égypte, elle n'oserait pas considérer les frères musulmans organisation terroriste. Hein. Par exemple. De toute façon, vous savez, on a prévu de consacrer une séance à la Turquie, à la politique turque, et je vais essayer que ce soit vraiment contradictoire. C'est-à-dire qu'il y ait qu'on défende des points de vue différents. On a fait quelque chose, vous vous rappelez, sur l'Iran. On a consacré une séance au problème kurde en Syrie, etc. Je crois qu'il est très important qu'il y ait un débat sur la Turquie. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un contentieux, un vieux contentieux, disons, entre les Arabes et les Turcs, et qui est traîné par les deux peuples, d'ailleurs, de manière maladive, à mon avis. Bon. Deuxièmement, parce que ces derniers temps, en suivant un peu toutes les réactions qu'il y a sur Internet, sur Facebook, etc., et violemment anti-turcs, alors que les Syriens cherchent des alliés, c'est-à-dire on n'a pas d'alliés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà. Mais nous sommes formidables en disant nous sommes seuls, et c'est formidable, nous sommes seuls. Mais seuls, on sait que seuls, on peut pas gagner. Bon. Mais ceux qui nous aident, même si nous ne les aimons pas, les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, etc., mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, on sait qu'ils sont nos ennemis, mais on n'a jamais réussi à définir qui sont nos amis. Vraiment, quand on voit un peu les réactions des gens en général, je me demande, qui sont les amis? Est-ce que c'est possible qu'une révolution ne désigne pas, d'une manière tout à fait claire, qui est pour et qui est contre? Or, les Syriens sont encore à débattre de ça. Et moi, je crois qu'on ne peut pas aussi, quand on est Syrien, nous ne pourrons pas nous passer de la Turquie, qu'on l'aime ou qu'on déteste. Ça n'a rien à voir. Bon, mais je ne vois pas d'autre solution. De Gaulle, il n'adorait pas l'Angleterre. Hein. Non, en tout cas, c'était pas vraiment. J'espère notre prochaine rencontre, probablement, ça va être autour de journalistes qui ont été en Syrie pour décrire la situation en Syrie. On prévoyait en mars une rencontre avec Youssef Kourbaj sur la démographie syrienne. Youssef est un directeur de recherche à l'Institut des études démographiques. Et c'est un costaud sur la question. Il est même, je crois, le seul dans le monde qui a été aussi loin dans l'analyse de la situation syrienne, mais pas syrienne seulement, palestinienne aussi, et israélienne, etc. Donc, on voulait consacrer aussi une séance à la démographie syrienne, et puis j'espère qu'on fera ce débat contradictoire sur la Turquie.